Je vous vois, vous vous dites, ça y est, c'est reparti, elle va encore nous demander de financer TV Liberté. Bien mes amis, je ne vais pas vous mentir, vous avez tout compris. Et la raison est très simple. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, de votre engagement pour nous faire connaître, mais aussi de votre don pour continuer notre mission. C'est le seul gage de notre liberté et c'est cette liberté qui a fait notre succès et qui fait que vous êtes encore là à m'écouter ce soir. Ce succès, c'est aussi le fruit de notre intégrité et je vous le dis sans rougir. Sur TVL, pas de bourrage de crâne avec les sketchs de Zelensky ou les laïus sur les piqûres de Pfizer promus par McKinsey. Ayez d'ailleurs à l'esprit que ces relais de fake news adoubés par le pouvoir sont financés par vos impôts. Sur TV Liberté, nos programmes sont en accès libre pour tous. Et cette formule est uniquement possible si vous tous nous soutenez financièrement. Un soutien que vous pourrez déduire en partie des impôts que vous versez à cet État défaillant et prédateur. Car aider TVL, c'est être rebelle, c'est ne plus se contenter de subir, de regarder, de consommer. Aider TVL, c'est agir. Alors agissez et donnez à TV Liberté. Chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV Liberté, bienvenue pour cette nouvelle édition du Plus d'éléments, émission qui sera essentiellement consacrée évidemment à la une de notre dernier numéro. Je dis essentiellement parce qu'il fallait marquer le coup et répondre à certaines attaques, à certaines surprises, puisque cette une, je crois, a provoqué beaucoup de réactions, parfois négatives, parfois positives, parfois des réactions qui illustraient une certaine incompréhension. Donc nous allons vous expliquer un peu les choses. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Bousquet, le rédacteur en chef de notre revue. Bonjour François. Rodolphe Carte, qui était déjà venu précédemment dans notre émission, qui a dirigé, on peut le dire, le dossier sur ces 36 dissidents. Je le montre, c'est un peu une enquête sur la jeune génération des youtubeurs dissidents, ces gens qui animent le débat d'idées à leur manière, d'ailleurs avec des formes de combat qui sont pas forcément les nôtres, on va le voir. Rodolphe Carte, j'ajoute aussi que début 2023, vous allez publier un livre qui se voudra un peu un appel à la nouvelle génération patriote. Christophe André Maxime, bienvenue Christophe. Nous parlerons avec vous du Qatar et du championnat du monde de football, de ses ambiguïtés et de Louis-Ferdinand Céline. Et de Louis-Ferdinand Céline, auquel vous avez consacré, je crois, un film à l'occasion de la sortie du dernier livre de notre ami Éric Chiangranger. Patrick Luzinski, bonjour Patrick, bien connu de nos téléspectateurs, animateur de cette année-là, directeur artistique de la revue Éléments, etc. Alors, cher, je vais d'abord me tourner vers François Bousquet avant de me tourner vers Rodolphe Carte. François, vous avez présenté avec Pascal Esric, le dossier pointant l'américanisation en quelque sorte de cette jeunesse dissidente. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, voilà, c'est Pascal et moi appartenons à la génération née dans les années 60 et 1970 et on s'est intéressé à la génération Y, la génération des millénials, née dans les années 1990 ou même après 2000, ce qu'on appelle les digital natives, qui sont un continent nouveau pour nous. Tocqueville dit que chaque génération est un peuple nouveau. Et ben on s'est intéressé à ce peuple nouveau, on a cherché à le comprendre dans sa dimension américaine, mais l'américanisation des sociétés européennes est quand même très très antérieure, dans sa culture de la dérision, dans sa culture du virilisme et dans les franges de la dissidence. Et il nous a semblé que Rodolphe Carte et toute l'équipe d'Éléments et de la librairie, puisque la librairie était aussi associée, et l'Institut Iliade également à ce dossier, on devait leur céder, c'était les clés du camion, puisque pour nous c'est vraiment, sur les 36 youtubeurs qui sont retenus, et vous l'avez peut-être rappelé, ils font 500 millions de vues. 500 millions, tout cumulé, c'est 500 millions de vues, ce qui est phénoménal. C'est la population européenne, un peu plus même que la population européenne. Ouais. Et pour autant, nous, on n'en connaît que la partie émergée. Donc, on a voulu connaître l'autre partie, la partie cachée, et c'est Rodolphe Carte, qui travaille à la librairie et à Éléments, qui a piloté. Alors, c'est à vous, Rodolphe. Alors, justement, je vais poser la question à Rodolphe, parce qu'après ce dossier qui a créé un peu la polémique, il faut bien le dire, notamment sur les réseaux sociaux, bien entendu, vous avez écrit un article d'explication sur le site d'Éléments, que j'ai trouvé pour ma part excellent, où vous reprenez d'ailleurs certaines analyses de Régis Debray,
Et j'aimerais vous citer, parce que cette phrase, pour moi, a été assez effrayante. Nous qui sommes des lecteurs, qui sommes de la génération Gutenberg, je vous cite. Nous vivons la fin du projet d'influence par l'écrit, par la réflexion, le débat et la discussion argumentée. Alors, il faut s'en lamenter, évidemment. Effectivement. Oui, donc ce qui était intéressant en pilotant ce dossier, c'est qu'en parallèle, je faisais une lecture d'Édouard Drummond, Les Tréteaux du succès, et c'est un livre de 1900. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il faisait aussi un inventaire des influenceurs de l'époque. On retrouvait Renan, Hugo, Lamartine, le comte de Chambord, Bismarck. Et tout de suite, la chose qui m'a tout de suite attiré l'attention, c'est que la majorité de ces influenceurs étaient des écrivains. Et donc, moi, j'ai voulu faire mon article réponse en disant aujourd'hui, quel influenceur arrive à attirer l'attention des jeunes, et c'est pour ça que j'ai mis en opposition, bon, de manière effectivement un peu provocante, Alain de Benoît, Julien Rochdy, Marcel Gaucher et Papacito par exemple. Par exemple, on aurait pu me reprocher que je ne fasse pas mention de Onfray, qui est une figure intéressante parce que c'est un peu un hybride. Il a sa revue, disons, exactement. Voilà. Mais par contre, on le voit placer. Exactement. Et je pense que Onfray a réussi à comprendre son époque et à, disons, à aller sur les deux médiasphères, donc la graphosphère, qui est le monde de l'écrit, la vidéosphère, qui est le monde des vues, qui est le monde des clics ou de la punchline, comme vous l'avez très bien dit. Aussi, on aurait pu me rétorquer, oui, vous vous référez à un exemple vieux. Effectivement, le livre d'Édouard Drummond date de 1900, mais ce que j'ai voulu vraiment faire ressortir, c'est que cette bascule des médiasphères, elle est très actuelle et très récente. J'ai pris par exemple l'exemple de Jean-Paul Sartre, qui a écrit un article en 1960 sur Cuba, sur son voyage à Cuba, et cette série d'articles parus dans François est un succès garanti. Il y a plus d'1 million d'exemplaires de vendus, donc j'ai trouvé vraiment que cette mise en comparaison était vraiment intéressante pour le coup. Alors moi j'aimerais faire une petite remarque, c'est que ce qui me semble intéressant, vous parlez d'américanisation, François, et Rodolphe aussi, vous le notez, sur ces influenceurs, ces youtubeurs influenceurs qui ont un poids, hein, 500 millions de vues, il faut le rappeler. L'intérêt, c'est qu'ils ont retourné les armes de la gauche, notamment de l'esprit Canal+, de l'insolence, même d'un certain esprit harakiri, hein, je pense à Papacito notamment, à certains égards. Il est l'héritier du professeur Choron, il s'en revendique d'ailleurs, contre la gauche, qui elle est devenue de plus en plus ennuyeuse, terne. Il n'y a pas l'équivalent d'ailleurs puritaine, mais et là je m'adresse d'ailleurs à l'ensemble de mes invités, il n'y a pas d'équivalent à gauche de ces youtubeurs, comme si l'insolence était définitivement passée du côté des dissidents. Sur la gauche, si, ça commence. Il commence à avoir des figures qui apparaissent, mais c'est vrai qu'ils ont un gros problème, la gauche, c'est qu'ils veulent toujours expliquer qu'ils ont raison. Ce qui n'est pas le cas de ces youtubeurs. Ces youtubeurs, il y a quand même, effectivement, il y a l'esprit de dérision, d'humour. Ils y vont franco. C'est très marrant parce que il suffit de voir le portrait de Julien Rochdy, parce que tout le monde se moque à gauche de Julien Rochdy, qui s'est permis de faire un livre sur Nietzsche. Il doit avoir à peu près une centaine de livres sur Nietzsche qui sortent chaque année. Et lui, il arrive à en vendre plus de 10 000 exemplaires. 15 000. Alors, 15 000. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait sur sa couverture? Il met Nietzsche avec un flingue. La couverture allemande est encore pire. Hein. Elle est d'un kitsch comme c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils osent. C'est une génération qui ose. Et alors que la gauche est encore en train d'être derrière son bureau du CNRS et dire, tiens, on va faire des vidéos sur YouTube. C'est un peu ça, quoi. Et là, il y a un véritable décalage entre la gauche et la droite. Et si je peux même ajouter, concernant Nietzsche et Julien Rochdy, sa vidéo YouTube fait plus d'1 400 000 vues. Ce qui est absolument énorme. Il y a chez les spectateurs de ces vidéos une volonté de formation, une recherche aussi, pas simplement de la punchline, mais d'un savoir. Daoud, un de nos collaborateurs chez Élément, avait fait une remarque très pertinente. Il avait dit que dans ce dossier, on aurait pu mettre Henri Guillemin. Alors Henri Guillemin, c'est une figure aujourd'hui, exactement, c'est un historien plutôt chrétien à gauche. C'est un disciple de Marc Sangnier, donc du Sillon. Donc là, on revient au siècle dernier. Exactement. C'est un Suisse protestant, je crois. Oui. Suisse et protestant. Je crois même qu'il était français parce qu'il était diplomate en Suisse, par contre. Et moi, je sais que, par exemple, comme j'expliquais dans l'entretien avec Pascal, moi qui suis Pascal Esséric, exactement, moi
moi qui viens de province, plutôt d'un milieu classe moyenne, avec bon, j'avais pas de bibliothèque à la maison, exactement. Et c'est vrai que ma formation politique s'est faite à travers les premières vidéos pirates de Zemmour qu'on mettait sur YouTube il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai que par contre, ma formation historique, entre guillemets, culture historique, s'est faite grâce à Henri Guillemin. Je me souviens d'avoir regardé sa collection de vidéos sur Jeanne d'Arc, sur la Commune, sur la Révolution de 1848. Et c'est vrai que je me suis aussi formé grâce à ce média et donc grâce à monsieur Henri Guillemin. Alors, autre remarque, c'est que dans ces 36 youtubeurs dissidents, il y a des personnalités quand même très diverses. Et quel va être leur signe, pas distinctif, mais qu'est-ce qui va les unir? Parce qu'entre un Pierre-Yves Rougeron et un Julien Rochdy, qui sont plutôt des hommes de l'écrit. D'ailleurs, le cas de Rochdy est intéressant. Vous le dites aussi dans l'article que vous lui consacrez. Rochdy, aujourd'hui, n'est pas simplement un youtubeur. C'est un écrivain. C'est quelqu'un qui a une œuvre d'essayiste. Si vous permettez, Olivier, un très très bon écrivain. Je passe mon temps à le répéter. Il a vendu 50 000 bouquins. C'est l'explication de Rodolphe. Le bouquin avec Papacito, il en a vendu 50 000. Cherchons aujourd'hui un essayiste qui vend à 50 000 exemplaires. Le niche, il est entre 15 et 20 000 exemplaires. Les chiffres sont pas truqués, puisqu'à la librairie, on le vend. Donc, il en vend. Et en vend. Les citations, je connaissais mal Rochdy. Les citations que vous faites, François, montrent que cet homme sait écrire et sait penser à la tête plutôt bien faite, on va dire. Mais justement, j'aimerais poser la question à Rodolphe Kark. Qu'est-ce qui va unir, en dehors de l'usage qu'ils font de YouTube? Parce qu'on peut pas dire que quelqu'un comme Pierre-Yves Rougeron fait des longues vidéos assez complexes parfois, où il rentre dans les détails. C'est pas un homme de la punchline, ou un peu, je le connais mal. Ah, vous vous trompez. Oui, on peut même trouver des best-of des meilleures répliques de Pierre-Yves Rougeron. Bon, après, on appréciera, selon sa subjectivité, la pertinence des blagues. Mais non, en fait, ce qui m'a surtout intéressé, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait un classement bête et méchant en mettant les youtubeurs par nombre d'abonnés, en faisant une liste dégressive, c'est qu'on avait vraiment envie de voir tout le spectre. Alors c'est pour ça qu'on a des youtubeurs plutôt spécialisés dans le côté hermétique, ésotérique, d'autres qui sont plutôt spécialisés sur la métapolitique. C'est notre ami Egonon par exemple. Et ces vidéos sont pas forcément longues. C'est des formats assez courts d'une demi-heure. Mais qui donnent des pistes de lecture, des orientations de lecture. Pour moi, c'est carrément des cours d'université. Aujourd'hui, on a mesuré les taux d'attention des élèves en moyenne dans un cours magistral. On sait que le temps d'attention a baissé, qu'il est entre guillemets d'une demi-heure. Et moi, j'invite tous les jeunes de ma génération qui sont en études de droit ou de sciences politiques à se référer aux vidéos d'Egonon, parce qu'ils s'y retrouveront et trouveront un contenu tout à fait de qualité, par exemple. Le dossier est passionnant. Donc c'est un panorama avec des petites formules, des images. Alors moi, je veux faire le porte-parole d'une génération qui est ni très vieille ni très jeune, mais qui est pas très branchée. Alors il y a un aspect, c'est d'une très grande variété tout ça. Il y a un peu tout. Il y a un peu tout. Il y a des formats de petites vidéos, clips comiques. Il y a du didactique. Il y a des personnalités plus affirmées hautes. On a parfois le sentiment d'avoir affaire à des lycéens qui se filment ou des personnages qui sont des comédiens professionnels. Moi, je pense que c'est aussi une bascule un petit peu presque anthropologique et technologique, où en fait c'est le règne du téléphone. Mais tout ça me fait un peu penser, rien de très nouveau, ça me fait penser un peu à l'ambiance que je n'ai pas connue, des radios libres du début des années 80, où il y avait un mélange de plein de gens qui surgissaient. Et je crois qu'on a une espèce de mélange de radio, de presse. Il y a 20-25 ans, lorsqu'on voulait écouter des vidéos parfois très longues, quand on voulait se distraire, écouter quelque chose de profondément drôle, de virulent avec une information, il suffisait juste des 25 ans d'écouter 3 heures du libre journal de Serge Béguet sur Courtoisie, où il y avait un mélange de tout ça. Il y a une espèce de mélange absolu qu'on voit. Donc il y a un esprit de rapidité. Si ces gens ont un profil de droite, je pense qu'ils ont ils ont un esprit peut-être plus rapide, plus drôle, plus fantaisiste. Et voilà, effectivement, il y a un mélange de conférences, il y a un mélange de petits clips. Chacun doit prendre un peu ce qu'il a à trouver. Je suis pas persuadé que ce soit didactique. Je trouve que souvent c'est pas si nouveau et parfois profondément ennuyeux. Et vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, parce qu'on parlait en début d'émission des réactions violentes que ce dossier a provoquées, parfois contradictoires. Comment vous l'expliquez? Parce que après tout, c'est un dossier on rappelait, 500 millions de vues pour l'ensemble de ces youtubeurs. Donc on peut dire que c'est un phénomène de société. Pourquoi Élément ne s'en emparerait pas? Non, ça n'a pas été violent. Il y a eu sur les réseaux sociaux, moi j'ai appelé ça la génération Dorothée. C'est-à-dire que c'est juste la génération qui est juste avant la génération de Rodolphe,
qui elle a été, qui se joue maintenant intellectuel parce qu'il commence à être placé dans des journaux, etc. Mais en fait, qui sont fanats de manga et de rap, ont regardé pendant 10 ans le Club Dorothée tous les mercredis. Et vous avez des gens, on a eu 2 ou 3 réflexions de la part de gens du journal Marianne, par exemple, Kevin Victoire, qui nous expliquait que l'élément devenait lamentable. En même temps, quand j'étais sur son mur, j'ai vu qu'il était fanat de Dragon Ball Z, vous voyez, et du rap. Donc c'est de la culture populaire. oui, mais c'est pas très grave. Ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que cette génération youtubeur, elle n'est pas arrivée au hasard. Rodolphe parlait de Zemmour. Zemmour, c'était quoi? C'était le plaisir de regarder le samedi soir Zemmour se faire une vedette du cinéma, le bobo de l'époque. Hein. Il se le faisait, c'était repris sur YouTube à l'époque, c'était beaucoup plus libre, on pouvait pirater comme on voulait, et il y avait toute une génération de jeunes qui se regardaient ça en boucle. Ça a été pareil pour la génération des gens qui ont regardé Soral. J'en discutais avec Guillaume Travers, notre économiste, personne brillante, qui me disait quand il était étudiant, il se faisait avec ses amis, ses copains, des soirées où il se regardait les 3 heures de Alain Soral, avec des pizzas, comme s'il regardait un match de foot. C'est exactement la même chose. Et cette culture-là, nous, on a voulu simplement leur donner, comme dit François, on leur a donné la clé du camion. On n'a pas voulu, nous, analyser la chose. L'analyse de François et de Pascal et Céric est toute petite au départ. C'est simplement un constat. Et on peut, pendant tous ces 36 familles, voir un peu ces youtubeurs, voir un peu comment la nouvelle génération est en train de se mettre en place. Mais nous aussi, on est présents sur Éléments. On en parlera tout à l'heure, cher Christophe. On n'a pas pris notre retraite. J'aimerais poser une dernière question sur le sujet, enfin sur le dossier principal, parce que une jeunesse de droite sous influence américaine, hein, dans ses codes, dans ses formes, mais aussi peut-être dans le fond de sa pensée. On en parlait, Rodolphe, et notamment à la faveur, si je puis dire, de la guerre en Ukraine et de certains événements. On a vu sortir du bois une droite occidentaliste qui avait complètement disparu, quasiment disparu depuis la chute du mur de Berlin. Oui, effectivement. On sent aujourd'hui qu'il y a il y a un certain axe qu'on peut retrouver chez pas mal de youtubeurs de droite qui commencent à essayer d'influencer aussi le débat vers ces thèses. Alors chacun le fait avec ce qui est assez drôle, c'est que chacun l'amène par son propre domaine d'argument, on pourra dire. Certains vont plutôt être dans la dimension géopolitique, d'autres dans la dimension esthétique, d'autres culturelle. Mais oui, effectivement. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les armes de YouTube, de Google et même des médias et des réseaux sociaux en règle générale, ce sont des techniques qui nous sont importées, qui nous sont venues des États-Unis. Donc on se bat aussi sur un terrain avec des armes, avec des techniques d'origine étrangère entre guillemets et américaine. Donc on se plie, enfin le médium et le message, comme disait McLuhan. Donc oui, effectivement, c'est tout un ensemble comme ça qui est en train on va dire on a des nouvelles positions effectivement sur ce genre de sujet. Je rappelle qu'il n'y a pas que ce dossier dans Éléments. Hein. Je montre le dernier numéro 199, bientôt le 200, qui paraîtra, je crois, en janvier 2023. Mais je recommande parce qu'il y a notamment un excellent débat sur le sans-frontiérisme dans l'Église entre notre ami Rémi Soulier et notre ami Laurent Dandrieux, qui vient de faire paraître un livre chez Artege sur le sujet, aussi une mise au point critique d'Alain de Benoît. Vous parliez de Guillaume Travers qui lance sa fondation ou son association de localistes, on va dire, hein, en grand entretien, laboratoire de pensée. Champ commun. Il faut le champ commun, vous lui donnez la parole, c'est tout à fait passionnant, notamment sur le retour des communs, qui est plutôt d'ailleurs un thème porté par la gauche aujourd'hui, qui devrait l'être par notre école de pensée. Et Guillaume Travers a donné un excellent entretien sur le sujet et tant d'autres choses. Je ne peux pas parler de tout le numéro, qui est comme d'habitude très riche. Mais je me tourne vers Christophe André Maxime. Je dis football, affairisme, corruption, 500 milliards de dollars. Fonder les 500 millions de vues de nos amis youtubeurs. Ah oui, alors voilà, c'est ça. Avec les 500 milliards, c'est exact, les 500 milliards de capitaux des fonds d'investissement du Qatar. Ben oui, c'est la Coupe du Monde de football en ce moment. Notre numéro sort un petit peu, pas tout à fait à la fin, mais tout se déroule. On ne sait pas comment ça va finir d'ailleurs. Et oui, c'était l'occasion de s'amuser un peu, et notamment de faire un très joli jeu de mots
avec l'article Qatar ta gueule à la récré. Voilà, bon, c'est qui est qui est un petit peu ridicule. Voilà. Non, mais ça m'a permis un peu plus sérieusement de savoir de quoi on parlait, notamment l'argent du Qatar. Donc cette coupe, déjà, c'était aussi faire un petit panorama, se rappeler de ce que c'était les coupes du monde avant, les coupes du monde de football dans les années 30 aussi. Ça n'a pas toujours été des choses très très calmes. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de violence. 34, 38, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, dans des contextes politiques très 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 violents, avec des choses invraisemblables, de violence sur le terrain. 34, 38, où vous avez l'équipe d'Alain avec une tenue indescriptible qui casse les jambes des joueurs italiens. C'est vrai, contexte politique très compliqué en Uruguay après la grande crise. Il y a évidemment l'Argentine 78, ou une Coupe du Monde qui est gagnée par l'Argentine, qui est une belle Coupe du Monde de sport, mais avec les pistolets sur les tempes. Il y a 4 ans, c'était en Russie aussi, qui était un endroit qui n'était pas le plus calme. Donc voilà. À Pékin, je crois qu'il y a une. Ah non, ça c'était pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est les grandes manifestations sportives. Chinois d'avoir la Coupe du Monde, mais ils l'ont pas encore. Voilà, ils l'auront peut-être. Voilà. Donc tout ça, un peu rien de nouveau sur le soleil, sur l'affairisme et de corruption. Oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, il y a toujours eu des valises de billets de banque. Les Anglais, les Américains font ça avec les Jeux Olympiques. Voilà, non, c'était de faire un petit panorama, de voir ce qui se passe. Sur le Qatar, il y a quelque chose d'intéressant. Donc ce minuscule pays qui est presque une malédiction de cette manne céleste du gaz et du pétrole, c'est une toute petite chose dans l'océan de la péninsule arabique. Ils ont toujours été dépendants des empires, de l'empire ottoman, de l'empire anglais, voilà. Et ils ont cette manne céleste. Il y a quelque chose presque de poétique dans leur attitude, puisqu'ils ont peut-être cette grande inquiétude des Bédouins du sable, qui étaient des anciens nomades, anciens pêcheurs, où peut-être que tout s'effondrera dans les sables. Donc c'est l'occasion de voir ça. Le rôle de la France aussi, puisque le Qatar a beaucoup d'argent. Ils ont donc un fonds d'investissement effectivement énorme. Alors, mais ils ont un investissement très pépère. Hein. Le Qatar fait ce que l'on appelle du soft power, c'est-à-dire c'est pas vraiment de la politique, c'est pas vraiment du tout de la diplomatie. Ils ne font pas d'armement, donc c'est une espèce de mélange de communication et d'influence. Donc ils font très gentiment de l'influence et leurs investissements sont très gentils, très mesurés. Ils investissent jamais être majoritaire en capital conflit, dans lesquels. Parfois oui, et évidemment ils ont beaucoup, comme la France est un pays qui est attractif, ils sont au capital de n'importe qui, de Bolloré, de Vivendi, du luxe, etc., sans faire de remous. Bon voilà, c'est ça. Et là ils se payent un peu leurs danseuses puisqu'ils doivent s'ennuyer, donc ils ont construit un peu trop de stades, mais pas tant que ça. Juste pour dire, l'aberration écologique et économique est pas réellement supérieure à, par exemple, les Jeux Olympiques qui ont été organisés à Athènes, qui a ruiné le pays. Donc voilà, le football se déroule. Vous trouvez donc que les réactions à ce championnat sont un peu hypocrites aussi? Avec 10 ans de retard, voilà. Donc, on verra dans 4 ans, la Coupe du Monde va se passer entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Donc sur le plan des voyages, etc., je pense que ça sera pas mal sur. Un chef-d'œuvre. C'est une Coupe du Monde en hiver qui a été surfinancée avec de l'air conditionné dans les rues. Dans les rues, c'est le pays. On nous vend une Coupe du Monde neutre en matière écologique. C'est le pays le plus polluant au monde par tête de pipe et le plus riche aussi, un des plus riches, pas le plus riche, un des plus riches par ailleurs. Et l'épisode de corruption pour lequel le parquet national financier enquête de Sarkozy, Platoche et l'émir du Qatar, Macron, puisqu'il y a aussi des ventes d'armes. Et si Christophe vous permettez, une phrase de l'ex-émir de Dubaï, qui disait que mon grand-père se déplaçait en chameau, mon fils se déplaçait en voiture, moi je me déplace en jet, mon fils se déplacera en voiture et mon petit-fils se déplacera en chameau. Voilà. Donc une fois que ces réserves de gaz ou de pétrole, les trois. Pour la France, il y a un côté Tintin et les Bédouins entre Sarko et les voilà. Et une espèce la France, un peu une république bananière du sport qui manipule beaucoup d'argent sans trop de savoir-faire. Donc il y a un côté un peu cocasse, mais qui est pas si bon, voilà, qui est assez banal. Nous avons ici 2 grands fans de football. Vous avez regardé les matchs quand même avec plaisir. Alors, malheureusement, oui. Quand même un peu, oui, quand même. Alors, chers amis, nous allons peut-être passer à quelque chose que j'aime bien, c'est les coups de cœur, parce que c'est bientôt Noël. Après tout, on pourrait peut-être l'un d'entre vous aurait des coups de cœur à nous donner, même ou chacun d'entre vous, parce qu'il y a des livres qui paraissent. Moi, j'en ai un, par exemple. François Bousquet, est-ce que vous avez vous lancer je vous laisse Olivier évoquer le vôtre. Ah bon, le mien, il est très clair. Je remonte en arrière pour voir si j'ai un coup de cœur. Moi, dans les coups de cœur, alors moi, tout simplement, c'est j'en ai d'ailleurs fait un petit article dans le dernier numéro de
d'éléments. C'est le livre Le catalogue des vaisseaux imaginaires de Stéphane Mahieu aux éditions du Cendre, qui recense en fait tous les vaisseaux de la littérature, dans les romans de Joseph Conrad, de Jack London, de Jules Verne évidemment, d'Albert Melville. Ça va de l'amiral Bargeton de Céline au Nautilus, et c'est un livre absolument délicieux, poétique, où les bateaux sont décrits, où on nous décrit aussi leur tribulation. Donc retenez le catalogue des vaisseaux imaginaires de Stéphane Mahieu aux éditions du Centre, que vous trouvez en pile à la Nouvelle Librairie. C'est en plus un très beau livre. Pour la Nouvelle Librairie, au moment de la sortie pour nos auditeurs... J'ai oublié, cher Christophe. Au moment de cette émission, pour nos auditeurs, nous avons réalisé à la faveur de la sortie aux éditions de la Nouvelle Librairie des 90 ans du Voyage au bout de la nuit, qui est un ouvrage collectif dirigé par Aymeric Sian-Granger. J'ai réalisé le petit film de la soirée d'ouverture où nous avons eu la chance d'avoir l'acteur Stanislas Delatouche, qui nous fait une lecture du Voyage au bout de la nuit et qui incarne physiquement de manière saisissante Céline. Voilà, donc ce film vient de sortir, on peut le voir sur le YouTube précisément d'Éléments, les 90 ans de la sortie, de la parution du Voyage au bout de la nuit et quelques intervenants, voilà, dont ce grand comédien Stanislas Delatouche, et c'est je crois un petit bijou, voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'aux éditions de la Nouvelle Librairie, il y a la collection du côté de Céline, vous avez là, c'est le 5e ouvrage, et là c'est un ouvrage collectif dans lequel vous avez participé, Olivier, je crois, François. Alors il y a Olivier Melin. Tout le monde, un peu tout le monde. Votre serviteur, en effet, Richard Millet, Rémi Soulier, enfin Alain Benoît, Michel Marmin, enfin tant de... Le livre, la vidéo, et voilà, c'est tout à fait passionnant. Voilà. Rodolphe Carte, peut-être un coup de cœur. Un coup de cœur, ça en serait deux. Ouais. Ça serait le livre d'Alain de Benoît, L'exil intérieur. Et en parallèle, l'exil à domicile de Régis Debray. Ah oui, parce que vous le citez d'ailleurs. Exactement, c'est le testament, entre guillemets, bon, j'ai utilisé une expression encore un peu provocante, espèce en voie de disparition, mais qui symbolisait parfaitement l'article. En plus, ce sont deux très bons livres, et parmi les deux intellectuels que j'ai le plus lus, donc voilà, ça serait mes deux conseils, mes deux coups de cœur. Patrick Luzinski, peut-être un coup de cœur, non, un tableau, si, un disque. Je l'ai pas terminé. Alors, il y a le dernier Molin. Ah oui, alors il fait. Mais bon, c'est un classique. Ouais, le temps des loups. Le temps des loups. Ouais, voilà. Et autrement, non. Oui. Pour moi, c'est mais avec des réserves. Néanmoins, c'est Les Dépossédés de Guy Luy, livre remarquable comme tous les bouquins de Guy Luy, qui reprend les anciens, qui les élargissent, etc. Mais avec une réserve que je formulerai également à l'encontre de Régis Debray, si Rodolphe et Alain de Benoît, qui est également un inconditionnel de Debray, c'est que il fait un livre Les Dépossédés, sans citer Renaud Camus, qui vient d'écrire La Dépossession, et en évoquant le mot qui commence à être un peu lassant de tous ces gens qui votent pour Marine Le Pen, de fait. Michel ne peut pas voter pour Jean-Luc Mélenchon, il vote pour Marine Le Pen. J'imagine que Guy Luy, en tout cas ce qu'il écrit, et s'il prend à cœur ce qu'il écrit, c'est qu'il vote Marine Le Pen. Et repenser au mot de Peggy, quoi, c'est que le kantisme a les mains pures mais n'a pas de mains. Peut-être que le Guy Luyisme, peut-être que le michéisme, peut-être que le Régis Debrayisme a les mains pures mais il n'a pas de mains. Voilà. Il gueule aussi pour gueuler la vérité. Ouais, gueuler la vérité. Ouais. Chers amis, je vous dis à l'an prochain. Bonne fête, bonsoir chez vous, bonne fête, tous mes vœux pour l'an 2023 et au prochain numéro dans 2 mois. Au revoir.